sur intro parce que sinon ça marchera pas. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est en direct sur Acropolis, il est très exactement 14h47. On est le 4 avril 2018, c'est mercredi, c'est l'heure des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui vont commencer dans quelques minutes. À ceux qui étaient là avec nous tout à l'heure puisqu'on a commenté ensemble la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres qui s'est conclue il y a seulement un quart d'heure et qui a été l'occasion de présenter la loi ELAN, E-L-A-N, ce qui est une loi sur le logement, l'aménagement du territoire et le numérique, présenté et porté par Jacques Mézard et Julien de Normandie. Bref, on va très probablement en parler pendant la question d'actualité au gouvernement aujourd'hui. L'autre chose très importante qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'à 17 h, il y a une conférence de presse du Premier ministre Édouard Philippe, conférence de presse à l'hôtel de Matignon, très importante puisque c'est à cette occasion-là qu'Édouard Philippe va présenter sa copie, la copie du gouvernement sur la réforme institutionnelle. Et c'est très important, on va la commenter en direct sur Acropolis. Tché qui nous fait un don de 6,66 € pour qu'il y ait un live pour la conf de presse du PM sur la diabolique réforme institutionnelle. Des bisous, merci Tché, t'as vu comment c'est bien tombé, j'étais pile poil en train de l'annoncer. Donc tout à l'heure à 17 h, on sera en direct sur Acropolis, je vais faire mon 3e stream de la journée, je vais être dans un état de fatigue rarement atteint, mais peu importe, c'est très important qu'on commente cette conférence de presse puisque ça va être le lancement officiel de la réforme institutionnelle, la réforme de la Constitution, le Congrès, la proportionnelle, la réduction du nombre de parlementaires, etc. Bref, des sujets très importants qui, je le sais, vous intéressent beaucoup. Et voilà, on a appris hier que ce serait à 17 h qu'on aurait une conférence de presse du Premier ministre et donc on a décidé de vous la proposer. Voilà. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Acropolis, installez-vous. Charles Maurice, vive la loi Caribou. Putain, loi Élan, loi Caribou, très très drôle. Merci Charles Maurice pour ton don, merci beaucoup pour ton soutien. Effectivement, la loi Élan, la loi Caribou, dont on parlera cet après-midi très probablement dans les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui devrait commencer dans à peu près 10 minutes. Voilà. Écoutez, l'actualité, je vous l'ai donné, hein, l'actualité importante c'est aujourd'hui à 17 h, annonce par le Premier ministre du contenu de la réforme institutionnelle, présentation ce matin de la loi sur l'hébergement, enfin le logement, et l'aménagement du territoire. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est que la loi Asile et Immigration a commencé son chemin législatif à l'Assemblée nationale, son examen en commission hier, et c'est une loi, comme vous le savez, la loi Asile et Immigration portée par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui pose des questions et qui crée le dissensus au sein même de la majorité, donc c'est pas inintéressant. Où est Sylvain? Il a pris le maquis à Dijon. Sylvain est à une conférence au Quai d'Orsay et donc il est remplacé en régie par Adrien. Comment tu vas, Adrien? Ça va très bien, c'est mon premier live, alors si la régie explose, c'est pas nous. Voilà, on dirait que c'est Sylvain. T'inquiète, t'inquiète, on mettra tout sur Sylvain. Merci beaucoup, Adrien. De Épaulé rien. par Raphaël. Et si c'est de sa faute. Ouais, absolument. Absolument. Donc voilà. On a un Cheers, incroyable. Ah oui, des émissions. Perceval qui nous fait 500 bits, 500 bitcoins. Merci beaucoup Perceval pour ces 500 bitcoins de Cheers. Oh oui, des émissions en plus. Et bah voilà, on va faire des émissions en plus. En tout cas, il y en a une tout à l'heure, exceptionnelle, en direct, pour suivre l'actualité. C'est en direct sur Acropolis. Merci à eux deux, merci J-Marc, merci pour votre accueil, à Adrien et Raphaël. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est dans 10 minutes donc que ça commence. Il y a toujours les grèves à la SNCF, donc peut-être qu'on aura un nouveau round d'explications entre le gouvernement et les députés sur ce sujet-là, même si on a déjà passé une bonne partie de la séance d'hier à parler de ça. Est-ce qu'ils reviendront à la charge? Je ne sais pas. Est-ce que tu as baissé mon micro tout à l'heure? Hop, je te Et le auquel remets. cas, est-ce que tu peux le remettre au niveau où il était? Ouais. Voilà. Je sais pas trop si ça, mais normalement c'est bon, c'est parfait. Là, ça y est. Merci beaucoup Adrien. C'était quand la dernière cohabitation du gouvernement? Pourquoi on n'a pas vu ça depuis un bail? La dernière cohabitation du gouvernement c'était entre 2007 et 2002 et on n'a pas vu ça depuis un bail parce que précisément il y a eu une modification de la Constitution en 2005 pour empêcher l'apparition de nouvelles cohabitations avec le principe de ce qu'on a appelé le quinquennat, donc le passage de 7 ans à 5 ans de présidence de la République et surtout l'inversion du calendrier législatif qui fait que maintenant l'élection législative a lieu quelques mois seulement après l'élection du président de la République, de manière à accorder à ce dernier une majorité à l'Assemblée nationale pour éviter les cohabitations. Donc voilà, la raison pour laquelle il n'y a pas de cohabitation, c'est parce qu'on a fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Voilà.
Je suis en train de lire la proc, c'est normal qu'il n'ait pas le stream la semaine pro. Effectivement, c'est normal, la programmation est mise à jour semaine après semaine. Ah oui, non, excuse-moi, pardon, j'y marque. La raison pour laquelle il n'y a pas de stream la semaine prochaine, c'est parce que la semaine prochaine, on est en vacances, comme on vous l'avait déjà dit. Acropolis s'offre une semaine de pause la semaine prochaine et on revient lundi 16 juillet. Donc ouais, la semaine prochaine, moi je pars en vacances, je suis loin d'internet, loin de vous malheureusement, loin du cœur, enfin loin des yeux près du cœur, voilà ce que je voulais dire. Mais je m'offre des vacances. J'ai dit quoi? La modification constitutionnelle, oui effectivement, c'était pas 2005, c'était 2001. Le quinquennat c'est 2001? Ou c'est 2004? Merde, je sais plus. Putain, vous voyez à quel point je suis fatigué? J'en viens à 2001, douter de 2001. trucs aussi élémentaires. Qu'est-ce qu'il y a? 2001. C'est 2001? Ouais, Ok. ouais, ouais. C'est ce que je vous disais. Oh putain, la mauvaise foi. Incroyable. C'est assez antidémocratique ce qu'ils ont fait pour éviter la cohabitation. Ah, plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Enfin, on peut en parler si vous voulez, mais ça a posé beaucoup de questions effectivement sur le rééquilibrage des pouvoirs au sein de la 5ème République entre le président de la République et le Parlement. Effectivement, ça a donné une primauté encore plus importante que ce qui existait déjà au président de la République par rapport au Parlement. Même si c'est toujours le Parlement qui contrôle l'action du gouvernement. Notamment à l'occasion des questions d'actualité au gouvernement. Paf, c'est là que tu vois la logique, t'es fort, t'as compris. Dans 7 minutes donc ça commence, est-ce que vous avez des questions à poser au gouvernement ? Est-ce que si vous étiez député, il y a une question en particulier que vous voudriez poser au gouvernement, que ce soit sur les sujets d'actualité législative, donc la loi sur le logement, que ce soit la loi asile et immigration, ou est-ce que vous avez des questions à poser en lien plus avec l'actualité, sur, je sais pas moi, la SNCF, voilà. Mais du coup, si les députés En Marche s'étaient fait dérouiller aux élections locales, il y aurait eu une pseudo-cohabitation vu que les députés ne seraient pas acquis au gouvernement. Alors effectivement, tu as compris la logique, même si tu n'as pas utilisé le bon mot, puisque tu as utilisé élections locales, or tu voulais parler des élections législatives. Mais oui, effectivement, tu as compris, si les députés, si En Marche n'avait pas remporté les élections législatives, Emmanuel Macron n'aurait pas eu de majorité à l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas eu Édouard Philippe Premier ministre, il y aurait eu une autre majorité, dont la couleur et la connotation politique auraient été données par les résultats de cette élection législative. Voilà. Et comme te répond Jarrier dans le chat, effectivement, il est fort peu probable que les Français votent En Marche en mai et pour un autre parti en juin. C'est pour ça qu'on a inversé le calendrier législatif, pour être à peu près sûr que le président de la République et l'Assemblée nationale ont la même couleur politique, quelle qu'elle soit. C'est toujours les Français qui tranchent. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que les Français, depuis la réforme, ils ont eu des présidents de droite, un président de gauche et un président En Marche. Enfin, de droite de gauche, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est socialiste, UMP et En Marche. Question au ministre de la Culture. Pourquoi Acropolis a-t-il le droit de prendre des vacances, ce qui prend en otage tous les usagers de la chaîne? Oh merci Tché, ça fait plaisir. J'assume complètement cette prise d'otage et même cette assignation en résidence. Jean, tu vas être naze si tu fais 3 streams dans la journée. Je te le confirme, l'Auvergnat, je vais être dans un état de fatigue ce soir qui va être assez avancé. Surtout un lendemain de FFS. Mais voilà, priorité au direct et priorité surtout à l'actualité politique, puisque la conférence de presse de 17 h, elle est très attendue. Les Franchais? J'ai dit les Franchais? Ah, c'est possible. C'est un problème de contre-pouvoir. C'est un problème d'équilibre des pouvoirs au sein même des institutions. Mais on peut en parler, hein. Il n'y a pas de sujet tabou, enfin il n'y a pas de sujet tabou évidemment pas sur Acropolis, mais même d'une manière générale dans le débat public, vous savez que la 5ème République a ses défenseurs comme ses contradicteurs, hein. Il y a beaucoup notamment de députés qui reprochent à la 5ème République d'être un système beaucoup trop présidentialisé, qui voudraient remettre du Parlement dans tout ça, même s'il faut reconnaître qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites en faveur du Parlement, pardon, notamment la réforme constitutionnelle de 2008 qui a apporté son lot de petites modifications non négligeables sur le pouvoir des commissions, sur le pouvoir du Parlement, sur la maîtrise de son agenda, etc. Mais il y a des députés qui voudraient aller plus loin. Regardez ce que proposait par exemple un candidat comme Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Il proposait carrément de faire un processus constituant pour une 6ème République, mais il y avait aussi des propositions qui étaient portées par Benoît Hamon, par exemple, sur beaucoup plus de participation citoyenne, etc., un renouvellement des institutions. Donc voilà, le débat sur l'équilibre des pouvoirs et l'organisation des institutions n'a jamais été fermé. C'est pour ça que la question de la proportionnelle à l'Assemblée est très importante pour... Absolument. Voilà.
Absolument, la question de la proportionnelle, c'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, notamment qu'il a promis à son copain François Bayrou. François Bayrou qui est un vieux défenseur de la proportionnelle aux législatives, et donc Emmanuel Macron lui a promis qu'il mettrait une dose de proportionnelle dont le dosage a fait l'objet d'une négociation très serrée avec le Sénat. Voilà. Est-ce que la régie peut mettre les horaires des messages? J'ai l'impression d'avoir un bon retard. Non, 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 on va pas mettre les horaires, c'est assez pénible quand on rajoute les horaires. Non, 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 mais fais F5, rafraîchis ta page. Normalement, le décalage entre le chat et moi, il est d'à peu près entre 10 et 20 secondes. C'est un problème qui anime les déjeuners entre juristes constitutionnels. Et heureusement qu'ils ont ça pour s'amuser. Putain, mais moi j'ai passé des heures à boire des pintes dans les bars parisiens, à m'engueuler avec des potes constitutionnalistes sur ce sujet-là. Moi je veux bien une proportionnelle, mais uniquement si on représente les votes blancs et les abstentions. Autre sujet, la comptabilisation des votes blancs et la prise en compte de l'abstention, autre sujet, mais sujet ô combien imbriqué. Mais c'est ça qui est bien avec le droit constitutionnel, c'est que tout ça s'imbrique, tout ça se... Voilà, tout ça est interdépendant en fait. Vous pouvez pas toucher le Sénat sans que ça ait une répercussion sur l'Assemblée nationale, vous pouvez pas toucher l'Élysée sans que ça ait des répercussions sur Matignon, vous pouvez pas toucher le gouvernement sans que ça ait des répercussions sur... Voilà, c'est ça qui est chouette. Voilà, une question à Jacques Mézard. Face au mal logement que comporte votre loi pour réquisitionner les logements vides pour les plus démunis. Ah, face au mal logement, virgule, que comporte votre loi pour réquisitionner les logements vides pour les plus démunis? Effectivement, c'est une bonne question chez, d'autant que j'ai cru comprendre que Jacques Mézard aurait des réponses à apporter à cette question-là. Apparemment, dans sa loi sur le logement, il y a des dispositions prévues sur la réquisition des logements vides et notamment des bureaux. Je crois la transformation des bureaux en logements. Et la création de logements d'urgence. Bref. Quelle est la différence entre une proportionnelle normale, mais moins de députés? Hein? Ah, pour la comptabilisation des votes blancs. Oh, ça, je vous laisse débattre entre vous. Hein. Moi, je me garde bien de rentrer dans le débat. C'est déjà assez compliqué à expliquer. Si on prend en compte les abstentions et les votes blancs aux élections, on aurait des présidents élus avec 10% des voix. Non, pas avec 10% des voix par définition, avec 10% des inscrits. Pourquoi diminuer le nombre de députés? N'est-ce pas populiste comme mesure? On peut en parler. C'est effectivement l'un des arguments qui est avancé par les opposants à cette mesure, notamment du côté du Sénat, qui reproche au gouvernement sa démagogie plus que son populisme et son antiparlementarisme. Le gouvernement répond à ça, enfin Emmanuel Macron et En Marche répondent à ça que moins de députés, c'est mieux de députés. C'est comme ça qu'il l'explique. C'est moins de députés avec autant de moyens, donc c'est plus de moyens par député et un travail plus efficace. Il y a toujours cette logique recherchée par Emmanuel Macron d'efficacité ou d'efficience, appelez ça comme vous voulez. Et plus de pouvoir au niveau local. Du travail. Et plus de pouvoir au niveau local, même si ça pour le coup c'est un argument qui est sacrément contesté par les opposants qui disent moins de députés égale moins de représentants des localités dans les pouvoirs nationaux. Perso, je pense que diminuer le nombre de parlementaires, c'est prendre le problème à l'envers. Face à la haine des élus, on supprime les élus plutôt que la haine. Effectivement. L'un n'empêche pas l'autre. Tu remarqueras qu'on peut aussi diminuer le nombre de parlementaires tout en travaillant sur l'antiparlementarisme. Mais ça ne retire rien à ce que tu dis. Mais la droite, c'est avant tout la liberté. Non, d'ailleurs, c'est rigolo, ça me fait penser à effectivement l'épisode d'Ouvrez les guillemets de ce lundi d'Usul sur Mediapart traite justement de la question des institutions autour de la notion de leadership. Donc comme quoi, Usul est pile poil dans l'actualité puisque cette semaine on va parler des institutions. Il est 15 h, normalement tu devrais avoir une image de l'Assemblée nationale. Tu me le confirmes? Oui, je te confirme, mais pour le moment, l'image bouge pas. Donc, c'est pas parti encore. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on n'attende pas qu'elle bouge. On se met un générique et comme ça, ok? Ça te va? Allez, générique et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Et c'est reparti, on est en direct du Palais Bourbon, l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui se prépare pour la séance de questions d'actualité au gouvernement qui devrait commencer d'une minute à l'autre. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur Acropolis pour cette séance
que l'on suppose, être en partie consacré aux questions de logement, puisque c'était ce matin au Conseil des ministres qu'a été présentée la loi portée par Jacques Mézard et Julien Denormandie sur le logement. Donc on verra si les députés ont des questions à poser sur ce sujet. Ou alors est-ce que les députés vont préférer parler de la réforme institutionnelle, sur laquelle on aura plus d'informations à 17 h, ou alors est-ce que les députés vont parler de la SNCF et de la grève? Voilà, vous voyez François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui monte au perchoir pour présider cette séance de questions au gouvernement. Et c'est parti. On peut voir où les images en live? Sur le site internet de l'Assemblée nationale. Est-ce que le son est bien mis sur la page vidéo de l'Assemblée? Tout de suite. Ça va commencer, bougez pas. Est-ce que les députés sont aux 35 heures? Non, les députés n'ont pas... être député n'est pas un emploi, ni un métier, c'est un mandat. Donc il n'y a pas de comptabilisation horaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'ait pas le bon son alors que la première question est posée? Est-ce que tu veux que je vienne t'aider, Adrien? T'inquiète pas, ne panique pas. C'est normal. Alors attends. CF. Voilà, formidable! La loi du 21 août 2007 instaurait l'application d'un service minimum. Ce service minimum doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics. Et la députée qui parle, c'est Agnès Firmin-Lebaudot. Alors qu'on a un léger pop sur l'image. L'organisation des transports scolaires. Voilà, remets-la en grand Sans et c'est oublier, bon. puisque nous arrivons Nickel. au mois de mai et juin, l'accès aux services publics de l'enseignement les jours d'examen. Cette très large définition laisse toute latitude à la SNCF pour organiser ce service minimum. Si l'on ne peut nier que la loi de 2007 a permis d'améliorer la situation des usagers, notamment en leur apportant une meilleure information en amont, il n'en reste pas moins que la circulation est très altérée, voire même impossible dans certains endroits, et proche du néant dans certains territoires. Agnès Firmin-Lebaudot qui pose une question au gouvernement sur l'application de la loi sur le service minimum, évidemment dans le cadre du conflit social à la SNCF. Elle porte elle aussi, comme vous le verrez beaucoup cet après-midi probablement, le ruban bleu qui est en lien avec la prévention de l'autisme toute cette semaine. Agnès Firmin-Lebaudot, elle est pharmacienne et elle fait partie du groupe d'études sur l'autisme à l'Assemblée nationale. On s'attendait plutôt à ce qu'elle pose une question sur l'autisme, mais peu importe. Elle pose une question sur le service minimum et donc on va entendre la ministre du Transport nous faire un point sur la grève qui touche le rail. Messieurs les députés, Madame la députée Firmin-Lebaudot. Effectivement, aujourd'hui, moi je pense d'abord aux Elisabeth Borne qui reprend son élément de langage d'hier, je pense d'abord aux usagers. Le parlementaire est engagé, que j'ai présenté des propositions sur l'ouverture à la concurrence, interrogé sur le service minimum. Bien sûr, le gouvernement est respectueux du droit de grève, mais le gouvernement est tout autant attentif au respect du droit de chacun à se déplacer, à aller travailler. Ça, tout le monde est mobilisé. C'est l'élément de langage d'Elisabeth Borne. J'entends les grévistes, mais j'entends aussi les usagers. On a quelques problèmes de connexion du côté de la régie. Tu sais pourquoi? T'as une idée ou... Travailler. Tout le monde est mobilisé pour touche que à rien. cette grève A priori, ça a l'air de marcher. soit le moins pénalisante possible. Le taux de grévistes hier, bien qu'inférieur, et aujourd'hui bien qu'inférieur au 22 mars, se traduit par un trafic fortement perturbé du fait du nombre de conducteurs grévistes. Alors la loi d'août 2007 sur la continuité du service public dans les transports impose une déclaration préalable à minima 48 heures avant la grève, ce qui permet une prévision du trafic la plus fiable possible et ce qui permet à la SNCF notamment d'annoncer à 17 h... Je me demandais si Elisabeth Borne allait se vanter d'avoir un taux de grévistes inférieur, légèrement inférieur aujourd'hui par rapport à hier. Ceci permet pour l'instant, elle ne l'a pas fait. Elle a juste rappelé que le taux de grévistes était inférieur au 22 mars. Ou à défaut de recourir. Évidemment, le gouvernement joue très gros sur cette grève de la SNCF. C'est sur la base de ces déclarations que je peux vous indiquer que on aura demain une reprise progressive du trafic avec 3 trains sur 4 en région et un service quasi normal sur les TGV. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Est-ce que tu peux cliquer sur sortie et cliquer sur Twitch Acropolis, s'il te plaît? François Jolivet. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Cohésion des Territoires.
Monsieur le ministre, le Conseil des ministres ce matin a adopté le projet de loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ce projet de loi est l'aboutissement d'une large consultation commencée dès juillet dernier qui a trouvé son aboutissement avec la conférence de consensus logement qui s'est déroulée sous l'égide du Sénat. Vous avez recueilli à ce titre 26 000 contributions. Le chantier que le gouvernement ouvre est immense et témoigne de son courage. Immense parce que le bloc normatif qui régit... Voilà, on est revenu, excusez-nous, on a eu un tout petit pop de connexion, on a des petits problèmes de l'internet mondial aujourd'hui, mais rassurez-vous, on est en direct sur Twitch pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Elisabeth Borne vient de nous faire un point sur le service minimum dans les transports, et là on a François Jolivet qui pose une question à Jacques Mézard sur sa loi logement. En réalité, faire à moitié et parfois renoncer, tout en soignant au mieux sa communication. Le résultat est décevant. Depuis 10 ans, en moyenne, nous construisons 385 000 logements, alors qu'au début des années 70, nous en construisions 550 000. Mais pour les habitants de notre pays, le résultat est encore plus décevant, tant les politiques publiques ont failli. Et pourtant, le logement est le quotidien des gens, il est la première protection de la famille. A-t-on anticipé les conséquences des nouvelles compositions familiales et notamment de la monoparentalité et donc du seul salaire qui reste pour payer son loyer ou son annuité, ainsi que les charges notamment énergétiques? A-t-on anticipé les conséquences de la métropolisation dans laquelle la France est trempée depuis 20 ans? François Jolivet, donc, qui pose une question sur le logement. C'est intéressant que ce soit lui qui pose la question parce que François Jolivet, c'est un peu un spécialiste. Il a été directeur de gestion locative chez un opérateur immobilier. Il a aussi été maire, donc il sait ce que c'est que le problématique du côté des collectivités locales. Et c'est lui qui était à l'origine de l'amendement sur les APL. Il a proposé un amendement qui met en place un prélèvement plus progressif et un étalage de la réforme sur 3 ans pour les bailleurs privés. Vous savez, on en avait beaucoup parlé de la baisse des APL qui grévaient les bailleurs, à la place, les bailleurs sociaux. Celui qui cherche un logement et qui n'en trouve pas. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de... Et donc voilà, c'est logique que ce soit François Jolivet qui pose cette question, la question du jour sur le projet de loi du jour à Jacques Mézard. Ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François... C'est bon, nickel, le chat est revenu à l'image, merci les gars, vous êtes au top. Et on écoute Jacques Mézard. Qui porte bien son nom. Il s'agit de libérer, de protéger. Et je tiens d'abord à rappeler le grand effort de concertation que nous avons mené. Vous avez dit 26 000 réponses à la consultation numérique. Nous avons eu 2600 contributions des professionnels. Et je tiens à dire que la conférence de consensus qui a été initiée au Sénat avec la participation des députés, une participation active, une collaboration entre les deux assemblées, nous a permis aussi d'avancer de manière très positive. Quel est l'objectif? L'objectif fondamental, c'est de faciliter la construction, de sortir d'une accumulation de normes, de réglementations, de recours qui freinent depuis des années la construction dans ce pays. Nous avons donc libéré, en luttant contre les normes, nous avons libéré par un ensemble de dispositions qui ont commencé dans le projet de loi de finances en permettant sur la mise sur le marché de foncier par rapport aux changements importants sur la question des plus-values. Nous avons bougé aussi en ce qui concerne la restructuration du monde HLM et je signerai tout à l'heure avec le monde HLM une convention qui est la démonstration de la qualité du travail de dialogue que nous avons mené. Et puis nous avons travaillé pour protéger nos concitoyens avec le bail mobilité, avec aussi des dispositions inédites pour lutter contre les marchands de sommeil, avec des mesures extrêmement fortes contre ce fléau qui est aujourd'hui... Jacques Mézard qui n'a que 2 minutes de temps de parole, donc il ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de son projet de loi, détail qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer ce matin à l'occasion de la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres. Nous avons aussi pris des mesures pour lutter sur la prévention des expulsions et j'aurai l'occasion de répondre tout à l'heure à une autre question là-dessus. Donc, libérer... Ah, Jacques Mézard qui prévoit d'ores et déjà les questions au gouvernement, putain il est fort. Dans ce domaine, comme dans il fait même pas semblant. C'est de faciliter le travail de nos concitoyens pour aboutir à un meilleur confort, le logement... Maintenant à Monsieur Michel Larive. Michel Larive qui prend la parole, on l'écoute. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Depuis le 1er avril, la France, 6e puissance économique mondiale, expulse des familles entières de leur logement pour des raisons printanières. On appelle cela la fin de la trêve hivernale ou pluviale ou cyclonique pour les ultramarins. Monsieur le ministre, la crise du logement existe été comme hiver. Le rapport 2018 de la Fondation Abbé Pierre prévient que tous les indicateurs sont au rouge. En 2015, les expulsions ont augmenté de 25%. L'année suivante, ce fut encore pire. Entre 30 et 45 000 ménages ont été jetés à la rue.
dont 15 222 expulsés par des huissiers avec le concours de la force publique et le plus souvent sans solution de relogement ou d'hébergement. Derrière ces froides statistiques, ce sont des êtres humains sous pression que vous installez dans la détresse. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, parfois très jeunes, qui voient leur vie basculer. C'est ce que vous nommez le sans-abrisme, puisque cette pudique locution qui couvre comme un linceul les drames d'hiver. J'ai une autre locution pour vous, le non-choisisme, qui vous informe qu'à part certains ascètes, nul ne choisit la misère. Le cri d'alarme de 1954 ne fait plus écho, la République échoue. Le cri d'alarme de 1954, c'était le cri d'alarme de l'abbé Pierre, cri qui est poussé à nouveau par Michel Larive, le député insoumis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il est formateur de profession, il enseigne notamment les mathématiques en libéral. Michel Larive donc, qui pose une question lui aussi à Jacques Mézard à l'occasion de la loi logement, en tirant la sonnette d'alarme sur les expulsions à l'occasion de la fin de la trêve hivernale. C'était le 1er avril dernier, la fin de la trêve hivernale, donc ça fait 3 jours que les expulsions peuvent légalement reprendre. Et Michel Larive qui dénonce ces expulsions. Ils forment un peuple. Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes et humaines comptez-vous prendre enfin pour éradiquer la pauvreté de notre pays? Merci, monsieur le député. Et des applaudissements nourris sur les bancs insoumis, évidemment, à l'occasion de en soutien à cette question. Jacques Mézard, pardon, qu'on écoute. Messieurs les députés, monsieur le député Larive. Votre question est légitime. Ma réponse le sera aussi. Je ne suis pas comptable des chiffres d'expulsion de 2015 et de 2016. Ce que je constate dans ce pays, c'est que contrairement à ce que vous venez de dire d'ailleurs, il y a eu une légère diminution du nombre des expulsions réalisées. Mais c'est encore trop. C'est effectivement 15 000 sur les derniers chiffres que nous avons. C'est encore trop. 15 000 expulsions par an. D'abord, j'ai réuni le 9 mars l'ensemble des associations justement sur ce sujet de lutte contre les expulsions, de prévention des expulsions, pour mettre en place 52 mesures. C'est beaucoup. Nous avons un objectif là qui est commun, tous ici, c'est de faire en sorte que nous intervenions le plus en amont possible. Parce qu'une expulsion, elle existe quand les dettes, les impayés se sont accumulés. Et le processus que nous mettons en place avec tous les acteurs de terrain, c'est d'intervenir le plus en amont possible. Aussi dans le projet de loi Elan, de mettre en harmonie la procédure devant le tribunal d'instance et la procédure de surendettement, parce que les deux mènent des voies parallèles qui se rejoignent rarement et nous avons besoin là de cohérence juridique. Notre volonté, c'est la même, c'est de limiter ce nombre d'expulsions, c'est de fournir dans ce pays davantage de logements, de faciliter le travail de tous ceux qui construisent dans ce pays pour apporter davantage de logements, davantage de confort. Jacques Mézard qui est clairement dans le sens de Michel Larive, en tout cas dans la défense de sa loi, en disant on a bien le même objectif que vous, baisser le nombre d'expulsions et pour ça on agit, etc. etc. Donc là il n'était vraiment pas dans la polémique, Jacques Mézard. Merci Monsieur le Président. Bref. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la Ministre, depuis plusieurs semaines, quelques jours pour d'autres, une dizaine d'universités françaises sont occupées par des individus protestant entre autres contre certains aspects du plan étudiant. Je tiens à rappeler que la loi que Madame la Ministre vous avez défendue sur ces bancs, relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, adoptée par les parlementaires et promulguée le 8 mars dernier, est une loi de progrès et de justice sociale. Associée à la nouvelle plateforme Parcoursup, elle a entre autres mis fin aux injustices liées au tirage au sort, qui décidait encore l'année dernière du destin de plus de 60 000 lycéens. On ne peut pas lier un projet politique d'émancipation par l'éducation à un coup du sort. C'est notre vision, mais on peut en débattre. Alors des amphithéâtres peuvent être bloqués, des assemblées générales peuvent se tenir, des débats, des discussions peuvent avoir lieu, mais sur des bases saines et objectives. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui et la confusion règne. Et la confusion entraîne des violences qui deviennent inacceptables, à la fois contre certains qui bloquent et contre ceux qui voient arriver les sessions d'examen et qui veulent continuer à suivre leur scolarité. Il est aujourd'hui souhaitable d'envoyer un message d'apaisement pour que le bon fonctionnement de nos universités ne soit pas entravé
Par conséquent, Madame la Ministre, pouvez-vous... Sébastien Cazeneuve, le député En Marche, qui est un ancien socialiste, qui pose une question sur le mouvement qui grandit de plus en plus dans les universités en contestation du plan étudiant. Sébastien Cazeneuve, il est urbaniste. Je m'attendais plutôt à ce qu'il pose une question à Jacques Mézard, je vous avoue. Pas grave. C'est pas grave, c'est quand même très intéressant puisqu'on va entendre Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, s'exprimer sur la situation des universités et des blocages. Cazeneuve. Vous avez raison, il règne une confusion parfois volontairement entretenue sur ce qui se passe actuellement dans l'enseignement supérieur. On confond volontiers des universités bloquées, des facultés bloquées ou encore des amphithéâtres où ont lieu des assemblées générales et des débats argumentés. Et il est normal que ces débats argumentés se tiennent dans les enceintes des universités. Par contre, ce qui est anormal, c'est les violences qui sont en train de se développer et qui ne sont pas toujours le fait des étudiants. Comme j'ai condamné extrêmement fermement ce qui s'est passé à Montpellier, je condamne aussi extrêmement fermement ce qui s'est passé à Nantes hier, où des individus, parce que je ne pense pas que ce soit uniquement des étudiants cagoulés, ont caillassé les bâtiments administratifs dans lesquels les personnels travaillaient. Ces violences sont absolument inadmissibles. À Tolbiac, 60 étudiants bloquent 12 000 étudiants qui, eux, veulent étudier. Mais à Bordeaux, 60 étudiants occupent un amphithéâtre, débattent, et les étudiants continuent à étudier dans les amphithéâtres. Frédérique Vidal, donc, qui plaide en faveur des assemblées générales, mais en défaveur des blocages. Je pense c'est ça le en même tentisme. Il y a un devoir de pédagogie à faire pour rappeler que cette loi, elle a pour objectif de mieux accompagner à la réussite les étudiants qui sont les plus fragiles. Alors, à tous ceux qui, dans les universités, disent qu'ils répondront oui à tous les étudiants, je réponds que c'est une bonne nouvelle parce que c'est ce que la loi leur demande de faire. Et à tous ceux qui refuseront de répondre oui si, je dis qu'ils regarderont leurs étudiants en face et ils leur expliqueront comment ils ont pu refuser de mettre en place des parcours pour les aider, alors que le gouvernement investit 1 milliard d'euros dans la refonte du premier cycle universitaire. Je vous remercie. Frédérique Vidal, donc, qui conclut en défendant une nouvelle fois son plan étudiant et en appelant globalement au calme dans les universités. C'est pas étonnant de la part de la ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, ma Olivier question Becht s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, afin de combattre la difficulté scolaire, le gouvernement a décidé de cibler les efforts sur l'éducation prioritaire en réduisant les effectifs par le dédoublement des classes de CP et, à la rentrée 2018, des classes de CE1 dans les écoles situées en réseau d'éducation prioritaire et en REP+. Ouais, je veux saluer ici cette mesure car elle produira à mon sens des résultats positifs qui ne tarderont pas à se voir, notamment quant au progrès des enfants en lecture et en écriture. Toutefois, ce dédoublement de classe a sur un plan matériel des conséquences pour les communes. Ainsi, par exemple, la ville de Mulhouse, dont 86% des écoles se situent en REP+, a dû investir 1,2 million d'euros en 2017 et probablement pas loin d'1 million en 2018 pour réaménager les classes, sans compter les conséquences pour l'agglomération qui doit retrouver les locaux pour le périscolaire. Par ailleurs, pour dégager des postes d'enseignants en REP, on assiste dans des villages alentours à des regroupements de classes, notamment de sections de maternelle avec des CP, qui laissent dubitatif quant à la qualité des enseignements qui seraient prodigués dans ces conditions. Olivier Becht qui pose une véritable question d'opposant au gouvernement, puisqu'il salue effectivement la réforme du dédoublement des classes en CP et CE1 comme c'était la promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Ceci étant, il attire l'attention de Jean-Michel Blanquer, que vous voyez à l'image, le ministre de l'Éducation nationale, sur les conséquences matérielles et le pognon que ça coûte aux collectivités locales de mettre en place ces réformes. Effectivement, qui dit dédoublement de classes dit que les collectivités locales doivent trouver 2 fois plus de locaux pour assurer ou alors regrouper des classes. En effet, tous les élèves en difficulté ne sont pas forcément en REP et méritent également toute l'attention nécessaire pour réussir. Je vous remercie. Olivier Becht, qui est magistrat administratif, il a parlé de Mulhouse, et ce qui vient de Mulhouse, je crois, mais il a dit qu'à Mulhouse, il y avait quand même 86% des écoles qui font partie du réseau éducation prioritaire. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Olivier Becht. Effectivement, ça doit piquer niveau budget. Cette question a bien des mérites, et notamment, elle permet de souligner la situation sur le dédoublement des classes. D'abord parce que ce dédoublement des classes, vous le savez, est en train de produire ses premiers effets et que les premiers retours de terrain que nous avons sont bons, voire très bons. L'objectif est de toucher, je le rappelle, 320 000 élèves par an à partir de l'année prochaine. Et c'est justement essentiellement ces élèves qui aujourd'hui sont les plus en difficulté. Votre question a le mérite aussi de toucher un point concret, celui de l'investissement des communes pour dédoubler les classes.
Je me souviens qu'en juin 2017, il y avait beaucoup de scepticisme, voire de pessimisme, quand on se demandait si les communes seraient capables d'être prêtes pour septembre 2017. Elles l'ont été, à 85%. Et je voudrais remercier, au travers de la représentation nationale, les maires qui se sont mobilisés pour cela. Jean-Michel Blanquer qui remercie les collectivités locales de s'être organisées et préparées pour permettre le dédoublement des classes dès la rentrée de septembre dernier. Par l'État pour cela. D'abord, au travers de la DPV, il y a 150 millions d'euros en 2018 pour cela. Au travers de la DSIL, la DPV, c'est la délégation pour la politique de la ville. À l'investissement local, vu avec Jacques Mézard, là aussi abondé pour aider les communes. Et enfin la DETR, c'est-à-dire la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est donc des sommes... En gros, ce qu'explique Jean-Michel Blanquer, c'est qu'effectivement, le dédoublement de classe a des aspects économiques, enfin financiers et budgétaires sur les collectivités locales, mais le gouvernement et l'État sont là pour soutenir les collectivités locales dans leur dotation pour les aider à dédoubler les classes. Je voudrais dire que l'attention porte autant sur le rural que sur l'urbain actuellement. Le dédoublement se passe d'ailleurs parfois en territoire rural. Dans le département de la Lozère, vous avez 14 élèves par classe, non pas en CP et en CE1, mais de la petite section jusqu'au CM2. Dans l'exemple que vous donnez, avoir la grande section et le CP ensemble peut être très pertinent sur le plan pédagogique. Et le taux d'encadrement dans votre département comme dans les autres va s'améliorer à la rentrée prochaine. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Maude Petit. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Madame la ministre, les transports en commun étant à la fois le passé, le présent et le futur de la mobilité en France, nous nous devons d'en assurer une perpétuelle amélioration et adéquation. Par ces infrastructures, tous les territoires doivent être équitablement et intelligemment desservis. Le Grand Paris Express est un de ces projets titanesques, chantier du siècle, qui permettra d'équilibrer enfin les transports en commun entre l'Ouest et l'Est parisien. Il représente une avancée majeure pour des millions de franciliens. Cependant, il représente aussi aujourd'hui un véritable casse-tête que je vais soumettre à votre expertise. Vous voyez ce que c'est le Grand Paris Express? C'est cette énorme boucle de métro autour de Paris en proche banlieue. Un budget limité pour la réalisation du Grand Paris Express. En sachant que la facture, initialement prévue aux alentours de 19 milliards d'euros, s'est vue drastiquement augmenter au point d'atteindre les 38 milliards d'euros. Ça coûte cher. Il reste encore plusieurs œuvres à réaliser et notamment des interconnexions. Sachant aussi que celles-ci ne sont pas encore budgétées, considérant que Gilles a été chargé par Édouard de trouver un autre financement pour respecter les limites de budget dont dispose Elisabeth, comment Elisabeth va-t-elle utiliser les informations de Gilles pour pouvoir financer ces interconnexions tout en respectant ce budget? Exercice 2. Sinon, prenons l'exemple... Maude Petit qui pose une question au gouvernement sous forme d'exercice de maths. Je trouve ça très drôle. Dans le Val-de-Marne. Un projet à l'étude représente un coût de 365 millions d'euros. Considérant qu'Elisabeth ne dispose pas de ce montant, comment Elisabeth permettra-t-elle à des centaines de milliers d'usagers du RER E arrivant à Villiers de rejoindre la station métro Brive-Villiers-Champigny de la ligne 15, respectant la limite de son budget et en prenant en compte les critères d'écologie et de développement durable. J'aime beaucoup le choix de Maude Petit de poser sa question au gouvernement sous forme d'énigme. Elle était DRH Maude Petit, elle est bénévole du Secours Populaire à Ivry, elle est très investie dans les quartiers populaires de sa circonscription. Et donc c'est Elisabeth qui va lui répondre. Maude Petit. Alors effectivement, le Grand Paris Express est un projet essentiel pour le développement de la région capitale et qui va profondément transformer la vie de millions de franciliens. Mais vous l'avez souligné, c'est un projet d'une ampleur considérable, un des chantiers les plus importants au monde. Le Premier ministre l'a confirmé le 26 février dernier, l'ensemble du projet sera réalisé, toutes ces gares, toutes ces lignes, c'est bien l'ensemble qui n'est pas remis en cause. Mais compte tenu des dépassements que vous avez mentionnés, une mission a effectivement été confiée au député Gilles Carrez pour trouver de nouvelles ressources et que ces ressources puissent être inscrites dès la loi de finances pour 2019. Vous abordez également un point essentiel du projet du Grand Paris Express, la question des interconnexions. Je voudrais redire qu'effectivement, ces interconnexions sont fondamentales pour que ce projet, cet énorme projet, bénéficie non seulement aux habitants des communes qui accueilleront une gare, mais aussi à l'ensemble des franciliens.
Sur 68 nouvelles gares, 44 sont en interconnexion avec les réseaux existants de la RATP. Vous voyez ce que c'est les interconnexions, hein. Ça peut paraître un petit peu technique, mais en fait c'est très simple. Si on crée un nouveau métro autour de Paris, il va falloir que chacune des nouvelles stations qu'on crée sur ce métro soit interconnectée avec le reste du réseau. Et donc les interconnexions apparemment c'est un sujet budgétaire, puisqu'il ne s'agit pas simplement de creuser des nouveaux tunnels ou de poser des nouveaux rails pour le nouveau métro. Il faut aussi prévoir la budgétisation des interconnexions. Et c'est un problème budgétaire pour un projet qui va coûter quand même près de 7 milliards d'euros, pardon. Pour trouver une réponse à cette question du financement. Je vous remercie. Et donc c'est Gilles Carrez, le député, qui va devoir trouver des réponses à l'énigme posée par Maud Petit. Merci Monsieur le Président. Daniel Fasquelle, on l'écoute. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Et je voudrais associer à ma question Carole Grandjean et les membres du groupe d'études autisme. La Cour des comptes, Madame la Ministre, dans un rapport rendu en décembre dernier à la demande du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, a dressé un constat accablant concernant le retard de la France dans la prise en charge de l'autisme. J'ai dit 37 milliards. Seulement des enfants et adultes atteints de troubles autistiques sont convenablement repérés, dépistés et pris en charge dans notre pays. Nos auditions ont aussi permis de montrer que 70% des enfants autistes étaient exclus de l'école, alors que dans des pays voisins du nôtre comme la Grande-Bretagne, plus de 80% des enfants autistes sont scolarisés. Quant aux adultes, trop souvent ils sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques avec des traitements pour le moins inadaptés. Cette situation est intolérable et demande une réaction forte des pouvoirs publics français. Plus que des moyens supplémentaires, c'est un redéploiement des moyens existants, une approche complètement nouvelle qu'il faut développer. Madame la Ministre, à quelques jours de l'annonce de votre stratégie sur l'autisme, pouvez-vous nous dire si vous allez exiger de tous les praticiens qui utilisent de l'argent public qu'ils respectent enfin et sans exception les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les méthodes éducatives et comportementales, et si vous allez obtenir de l'école qu'elle s'ouvre vraiment à ces enfants différents qui peuvent tant apporter aux autres. Daniel Fasquelle, le député Les Républicains, qui pose une question sur l'autisme. Il est le coprésident du groupe d'études sur l'autisme, groupe qu'il a lui-même créé en 2010 à l'Assemblée nationale. Daniel Fasquelle qui fait autorité sur la question, en tout cas au Parlement, sur la question de l'autisme. Et en 2012, il a fait une proposition pour la prise en charge, pour que la prise en charge des autistes soit faite selon des méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé, notamment une prise en charge comportementaliste et non pas psychanalytique, ce qui est un débat extrêmement vivant dans le milieu de l'autisme. Et là, dans sa question, en sous-main, vous l'avez compris, il pose la question au gouvernement, est-ce que vous allez... encore notre pays. Merci. Voilà, est-ce que vous allez faire pression pour que les prises en charge des autistes déjà soient meilleures et surtout respectent les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Sophie Cluzel qui lui répond sur l'autisme. Monsieur le député Fasquelle, tout d'abord, je tiens à saluer votre engagement sur cette cause, car je sais que vous êtes très impliqué et nous avons l'occasion d'échanger à ce sujet. Donc, merci pour votre question. Oui, ce constat, nous le partageons. En effet, la situation aujourd'hui est indigne de notre République, malgré 3 plans successifs. Pourquoi autant de retard ? Vous l'avez très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé ne font pas foi dans notre pays. Et c'est bien tout l'enjeu que nous avons aujourd'hui, de remettre la science au cœur de notre politique publique, la science, la recherche, mais surtout diffuser ces bonnes pratiques, enfin. Daniel Fasquelle, le député Les Républicains qui applaudit la ministre En Marche, Sophie Cluzel. C'est pas inintéressant de voir cette convergence sur ce point précis de la lutte contre l'autisme, enfin de la prise en charge de l'autisme, je veux dire. Que s'est déroulée cette concertation en mobilisant les personnes et les familles. Les personnes autistes, pour la première fois en tant qu'autoreprésentants, étaient parmi toutes les concertations et participeront aussi à cette gouvernance. C'est aussi en remettant la science, je l'ai déjà dit, au cœur de notre politique publique que nous ferons avancer les choses. Donc, formation des professionnels, c'est un enjeu majeur de tous les professionnels, ceux de santé publique, ceux de l'éducation nationale, ceux de la petite enfance, car tout le monde est bien meilleur, est capable de bien travailler sur l'intervention précoce parce qu'il nous faut travailler sur ce sujet. L'intervention précoce, ça veut dire détecter l'autisme le plus tôt possible pour prendre en charge au mieux les enfants dès qu'ils sont détectés autistes, entre guillemets. Qui doit scolariser les enfants autistes et pas ailleurs. Et c'est bien l'enjeu du chantier. Daniel Fasquelle et Les Républicains qui applaudissent à nouveau cette phrase de Sophie Cluzel qui réaffirme l'importance de l'inclusion scolaire des enfants autistes. Pour offrir des vrais parcours scolaires de formation. Donc, monsieur le député, oui, formation,
qualification des professionnels, recommandation des bonnes pratiques. Ce sont les 3 leviers qui nous permettront enfin d'avoir une stratégie nationale à la hauteur. Intéressant, en tout cas, de voir que sur ce point-là, la prévention de l'autisme, le gouvernement et l'opposition de droite au moins sont d'accord et ont l'air de vouloir avancer dans le même sens. Bruno Bilde. Les cérémonies d'hommage qui deviennent rituelles, ces images de cercueils alignés après les tueries de masse, des décorations remises à titre posthume, ces marches blanches qui témoignent du désarroi devant des crimes odieux, ces hommes et ces femmes qui meurent à la terrasse d'un café ou en faisant leurs courses. C'est le spectacle habituel auquel nous assistons, résultat du laxisme et du laisser-aller contre le terrorisme islamiste. En un an, vous n'avez fait qu'envoyer les signaux de la résignation, pour ne pas dire de la capitulation. Tout juste une petite loi de police administrative qui ne règle rien. Je sais que ce sujet vous dérange beaucoup. Vous en êtes à vous vanter, monsieur le ministre, qui est absent aujourd'hui, d'avoir expulsé une vingtaine de fichiers S. Pour combien de centaines encore en liberté, dangereux et susceptibles de passer à l'acte aujourd'hui ou demain? L'impardonnable, c'est ce fatalisme et cette résignation que vous opposez aux terroristes. C'est d'avoir laissé s'installer la haine anti-française, la haine antisémite, la haine homophobe et la haine contre nos forces de l'ordre. Derrière les mots offensifs du président Macron, les actes se font attendre pour éradiquer le terrorisme islamiste et protéger nos compatriotes. Vous refusez les mesures plébiscitées par les Français dans un sondage du 29 mars dernier. 72% des Français sont pour la déchéance de la nationalité, 80%... Marine Le Pen, que l'on voit acquiescer l'argument de Bruno Bilde qui se targue d'un soutien populaire en faveur de la déchéance de nationalité pour les fichiers S. Bruno Bilde, le député Front National, qui pose une question sur la lutte contre le terrorisme. Il accuse le gouvernement de faire preuve de laxisme et de défaitisme face aux islamistes. Bruno Bilde, qui est non inscrit, puisque je le rappelle, le Front National n'a pas de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas assez nombreux. Ils sont donc tous non inscrits, au sens de non inscrits dans un groupe. Auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Allez, on va écouter Jacqueline Gourault répondre à la question de Bruno Bilde sur la lutte contre le terrorisme. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Bilde. En vous écoutant, j'avais une pensée pour le colonel Arnaud Beltrame. Longue salve d'applaudissements, y compris sur les bancs du Front National, à la mémoire du colonel Arnaud Beltrame, qui a reçu un hommage national aux Invalides la semaine dernière, je le rappelle. Les députés qui se lèvent pour applaudir Jacqueline Gourault, qui commence par répondre en invoquant la mémoire d'Arnaud Beltrame. On sent que c'est une réponse qui commence par le colonel Arnaud Beltrame, mais qui ne va pas dans le sens du Front National. On attend la suite de l'argumentaire de Jacqueline Gourault. Tous les députés qui se lèvent, y compris le Front National, à la mémoire du colonel Arnaud Beltrame. Dès son arrivée, le gouvernement, monsieur le député, a pris la mesure de la menace terroriste. C'est pour ça qu'il a fait voter en juillet 2017 une loi de prorogation de l'état d'urgence. Et ensuite... Ah merde, putain, c'est quoi, on a un bug. Au moment où Jacqueline Gourault rappelle que l'été dernier, le gouvernement a prorogé l'état d'urgence. Comme les périmètres de protection, les visites et les saisies, les mesures de surveillance individuelle ou encore la fermeture de certains lieux de culte. Ces mesures, s'il vous plaît, ces mesures ont permis, depuis le vote de la loi, d'installer 63 périmètres de protection, 34 mesures individuelles de contrôle et de surveillance, 3 fermetures de lieux de culte, 6 visites et saisies contre 70 auparavant, 5 attentats déjoués en 5 mois. Monsieur le député, nous avons conscience et le gouvernement lutte jour après jour avec ses réseaux de renseignement
avec tous ces policiers engagés, renforcés, l'augmentation de la DGSI, aussi bien en nombre qu'en budget. La DGSI sur le renseignement intérieur. Jacqueline Gouraud qui répond au Front National du danger, et c'est la raison pour laquelle chaque jour, en mettant en avant l'action du gouvernement et les mesures qui ont été prises, mais vous sentez bien à la réaction des députés Front National qui ne sont pas du tout convaincus par, voilà, vous voyez, le député Front National qui dénonce le laxisme du gouvernement et le manque de moyens dans la lutte contre et de détermination politique dans la lutte contre le terrorisme. Monsieur le ministre, notre président Emmanuel Macron incarne et défend une France renouvelée, ouverte au monde, proactive et moderne. Nos premières mesures adoptées au Parlement ont confirmé notre volonté de transformer notre pays, de relancer notre économie et de mieux accueillir les investisseurs. L'image de la France à l'étranger s'est nettement améliorée. Notre pays dispose d'atouts nombreux, parmi lesquels sa position stratégique au cœur de l'Europe, des compétences prisées avec des ingénieurs de grande qualité, une recherche performante, une productivité intéressante, une infrastructure de transport développée et un cadre de vie reconnu. Selon le rapport de Business France, les investissements étrangers en France en 2017 sont au plus haut depuis 2001. Nous sommes en seconde position en Europe derrière l'Allemagne. 54 pays ont ainsi investi dans 1300 projets pour créer 33 500 emplois. Les États-Unis sont redevenus les premiers investisseurs suivis de nos voisins allemands. Les Asiatiques sont aussi présents avec par exemple le japonais Toyota. C'est les États-Unis le premier investisseur en France? Avec une forte progression de 74% et l'installation à Marseille de l'informaticien Infosys. Francis Bach, notre attractivité est confirmée. La moitié des investissements sont des créations de sites. Un tiers sont le fruit d'entreprises non implantées aujourd'hui en France. Le Grand Est, ma région, première région frontalière avec 760 km de frontières et 4 pays limitrophes, tire son épingle du jeu en concentrant 22% des investissements dans le domaine automobile, mais aussi dans le domaine de la chimie et des biotechnologies. Éric Girardin qui a travaillé dans le domaine bancaire, qui fait partie de cette nouvelle génération de députés En Marche issus de l'entreprise entre guillemets. Il a aussi d'ailleurs été président d'une équipe pro de basket, l'équipe Reims-Champagne. Il est industriel, chef d'entreprise et il pose une question au gouvernement sous forme de félicitations et satisfecit vis-à-vis des chiffres des investissements qui repartent à la hausse. Pour certains de nos secteurs stratégiques. Je vous remercie. Voilà, la France est de nouveau attractive, en gros c'était le cœur de sa question et de son plaidoyer. Ministre de l'économie. Et c'est Bruno Le Maire donc qui va pouvoir répondre à cette question sous forme de félicitations. Député Éric Girardin. 16% d'investissements étrangers en plus en 2017. 33 000 emplois supplémentaires dans le secteur privé grâce à ces investissements. C'est le meilleur résultat depuis 10 ans. C'est la preuve que la France est de retour sur la scène économique internationale. Petit moment d'auto-félicitation de la part de la majorité. De la stratégie économique définie par le président de la République et par le Premier ministre. Nous allons donc... Vous savez qu'il y a des débats actuellement pour savoir si ce renouveau de la croissance et de l'attractivité de la France est le fait de Bruno Le Maire, d'Emmanuel Macron, ou si c'est pas un peu aussi les fruits de François Hollande et de sa politique. Donc non mais c'est intéressant. La croissance et la transformation des entreprises qui sera étudiée d'ici quelques semaines. Et qui permettra... En gros, quand ça va pas, c'est à cause des mecs d'avant, et quand ça va, c'est grâce à l'action du gouvernement. Mais c'est bon, c'est un peu le petit jeu, c'est pas propre à En Marche, tous les gouvernements jouent à ce petit jeu-là. Et à l'agrandissement de nos entreprises. Nous allons également prendre toutes les dispositions nécessaires devant ces investissements de plus en plus nombreux pour protéger nos technologies les plus sensibles et protéger nos savoir-faire. Comme l'indiquait le Premier ministre il y a quelques semaines, nous allons renforcer le décret sur les investissements étrangers en France. Nous allons prévoir une action spécifique pour toutes les entreprises dans lesquelles l'État a une participation. Nous allons élargir les décrets sur les investissements étrangers en France, à la fois au spatial, à l'intelligence artificielle et au stockage de données. Nous allons mettre en place un conseil de défense économique sous l'autorité du président de la République pour nous assurer que les investissements qui viennent en France sont là pour le développement économique, pour le développement de nos territoires, pour la création d'emplois pour les Français et pas pour le pillage. Bon, Bruno Le Maire qui fait une réponse sous forme de plaidoyer en faveur de sa propre politique, évidemment, qui commence par se féliciter lui aussi du retour de l'attractivité de l'économie française et qui nous a expliqué tout ce qu'il allait mettre en place pour soutenir ces investissements et leur permettre d'être utiles. Vendredi dernier,
La manifestation pacifique réunissant plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens le long de la bande de Gaza a été réprimée par l'armée israélienne. Le bain de sang a fait au moins 18 morts et plus d'1 millier de blessés. Tout en refusant les appels internationaux pour la mise en place d'une enquête indépendante, le Premier ministre israélien a osé une provocation cruelle et cynique en qualifiant après cette tuerie son armée comme étant la plus éthique du monde. Monsieur le ministre, il y a urgence de sortir d'une situation où le gouvernement israélien, fort de l'appui inconditionnel des États-Unis et de la passivité de la communauté internationale, intensifie sa guerre et sa colonisation. Il y a urgence à exiger la levée du blocus israélien qui asphyxie Gaza, plonge sa population dans le dénuement et le désespoir et empêche toute perspective d'une paix durable. Monsieur le ministre, la remarque de la France aux autorités israéliennes leur demandant de faire preuve de retenue sonne comme une nouvelle carte blanche. Très inquiets d'une escalade meurtrière, nous en appelons au sens des responsabilités du président de la République pour qu'il s'engage fermement en faveur d'une action diplomatique rapide et volontariste. Stéphane Peu, c'est un député intéressant puisqu'il a été élu en Seine-Saint-Denis. Il a été élu avec le double soutien du Parti communiste et de la France Insoumise, ce qui n'est pas gagné, ce qui n'était pas gagné en juin dernier. Et transparente. Et il pose une question lourde et importante suite à ce qui s'est passé à Gaza la semaine dernière avec les 18 morts dans une manifestation réprimée par l'armée israélienne. Il pose une question sous forme d'appel à la mobilisation internationale contre la politique de Benyamin Netanyahou. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'Europe. Et c'est Jean-Baptiste Lemoyne qui va répondre pour Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian qui n'est pas là puisqu'il est avec Sylvain. Monsieur le député, hélas, les décennies se suivent et trop souvent se ressemblent dans ce Proche-Orient où effectivement les larmes de sang retombent sur les familles, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes. Et oui, la réponse israélienne aux manifestations des derniers jours dans la bande de Gaza a été entachée de graves violences. 18 morts, plus de 1000 blessés, dont un nombre important de blessés par balle, vous l'avez souligné. Et donc la France, effectivement, a rappelé aux autorités israéliennes leur devoir de protection des civils, leur demande d'agir avec un usage proportionné de la force, effectivement avec la plus grande retenue, parce que ces manifestations sont appelées à se poursuivre jusqu'au 15 mai prochain. Et donc, compte tenu de ce qui s'est passé, il était important de rappeler un certain nombre d'éléments pour les semaines à venir. La France a aussi rappelé le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement. Insistons sur le pacifiquement peut-être aussi. Il faut rappeler le contexte. Gaza connaît une grave crise humanitaire, renforcée d'ailleurs par les difficultés financières de l'Agence des réfugiés, l'UNRWA. Par ailleurs, il est donc urgent que Israéliens, Palestiniens puissent enfin travailler, se mettre d'accord sur la levée de blocus, des garanties de sécurité crédibles aussi pour Israël, parce que des tunnels offensifs ont été trouvés, parce que des explosifs ont visé des soldats aussi israéliens. Et donc, il est important, je crois, et nous le croyons, que le droit, tout le droit, soit respecté, c'est-à-dire la mise en place de 2 États, reprendre les négociations sur Jean-Baptiste Lemoyne qui réaffirme la position française en faveur d'une solution à 2 États entre Israël et Palestine et qui appelle à la retenue, mais en gros, voilà, il ne répond pas vraiment à l'appel de Stéphane Peu, mais bon. On sent que la situation est compliquée et que la communauté internationale essaye d'apporter une réponse, mais n'y arrive pas. L'école s'apprête à accueillir la visite des ministres Jacques Mézard et Julien Denormandie autour de la question du logement. C'est un tout autre sujet que je souhaite interpeller Madame la ministre des Armées, Florence Parly. Fleuron du cycle éducatif et de la formation militaire, éducation d'excellence s'il en est, le lycée de Saint-Cyr-l'École a vu sa notoriété entachée de révélations accablantes faites par les étudiantes des classes préparatoires. Leurs accusations sont graves et portent atteinte aux principes clés de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les témoignages dénoncent des comportements des tradis, ces fraternités de jeunes hommes qui ne peuvent envisager la présence des femmes dans leur rang,
qui leur font subir un harcèlement systématique et des humiliations répétées pour la simple et unique raison qu'elles sont femmes dans un parcours qu'ils croient destiné uniquement aux hommes. Comme s'ils ignoraient que nous avions changé de siècle, comme s'ils ignoraient que la France avait résolument tourné le dos aux archaïsmes sexistes. Je suis convaincue que les formateurs avertis de ces structures qui forment l'élite militaire de notre République ont ce principe d'égalité chevillé au corps. Les écoles militaires ont notre soutien plein et total. Elles incarnent et transmettent ces valeurs fondatrices. Nadia Haï ou Nadia Hay, je suis désolé, je ne sais pas précisément comment ça se prononce. C'est la députée qui a battu Benoît Hamon à la législative dans la circonscription de Benoît Hamon. Mais peu importe, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'elle a co-créé le comité Femmes en marche avec Macron pendant la campagne. Et donc c'est elle qui pose la question aujourd'hui suite à l'enquête qui a été menée par le journal Libération, qui a révélé des graves faits de sexisme au lycée militaire Saint-Cyr. Vous savez que les lycées militaires, c'est un peu l'élite militaire et éducative, et que ça a fait particulièrement tâche cette enquête sur la réputation du lycée Saint-Cyr. Et donc Nadia Haï qui tire la sonnette d'alarme et pose la question, tire pas vraiment la sonnette d'alarme, mais pose la question à Florence Parly, la ministre des Armées, pour savoir ce qu'elle veut faire pour promouvoir l'égalité entre les sexes. La parole est à Madame Florence. Vous voyez que c'est à ça que ça sert aussi, le journalisme d'investigation. Ça sert à faire des enquêtes qui permettent ensuite à des députés de porter la question au gouvernement et à Florence Parly de devoir s'expliquer. C'est un combat. Et un combat que je mènerai jusqu'au bout, avec un principe très simple. Tolérance zéro, il n'y a pas de place pour le sexisme dans nos armées. Ça a le mérite d'être clair. Mais c'est pas parce qu'on le dit qu'on le fait. Donc, alors, bien sûr, qu'est-ce que va faire Florence Parly? On l'écoute. Pour lutter contre le sexisme et la misogynie. Bien sûr, je ne laisserai pas quelques articles ternir l'image de notre enseignement militaire. Bien sûr, il s'agit d'une minorité, mais une minorité qui salit l'institution, une minorité rétrograde qui n'a sans doute pas encore compris que nous étions en République française en 2018. Florence Parly, donc, qui dénonce elle aussi ces groupes d'anciens élèves. Ils sont inadmissibles et ils appellent des actions. J'ai donc pris des sanctions. D'abord, l'exclusion de Saint-Cyr-l'École des élèves impliqués dans ces faits. Ensuite, Florence Parly donc a exclu du lycée Saint-Cyr les élèves concernés. Après les examens et les concours qui commencent dans quelques jours, des cadres qui eux aussi sont concernés, assortis de mesures disciplinaires. Oh, putain, la hiérarchie de Saint-Cyr, elle aussi en a pris pour son grade visiblement. Enfin, il y a des têtes qui vont tomber. L'interdiction dans les classes préparatoires de ces établissements de redoublement pour les élèves perturbateurs. Et ce n'est pas tout, car avec Geneviève Darrieussecq, nous allons nous attaquer à un plan de lutte contre les discriminations, un plan de lutte destiné à rendre les lettres d'or qui doivent être ceux de nos lycées militaires, un plan de lutte qui doit faire de ces établissements d'enseignement des lieux ouverts à tous et à toutes. Merci, et enfin, Madame la Ministre. Et enfin, un plan de lutte pour mettre un terme à ces discriminations inadmissibles. Merci, Monsieur le Président. Merci. Florence Parly, donc, qui a réaffirmé la détermination qui est la sienne de lutter contre le sexisme dans les armées et qui a égrené les différentes décisions qu'elle a prises suite à ces révélations du journal Libération. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous venons d'ouvrir le débat en commission sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. Il vous sera bien compliqué de démontrer l'équilibre de ce projet de loi, sauf à admettre que l'unanimité qu'il déclenche contre lui est une forme d'équilibre. Le Conseil d'État le juge inutile. Le défenseur des droits considère que le demandeur d'asile est maltraité par ce projet. Le Conseil national des barreaux pointe un climat de suspicion systématique à l'égard des demandeurs d'asile et une terrible régression des droits. Les associations et autres ONG qualifient le projet de loi de répressif, de déséquilibré, d'inefficace. Ce n'est pas la réprobation, c'est le doute qui s'exprime jusque dans vos rangs. Car nous savons qu'il y a dans la majorité parlementaire des femmes et des hommes qui refusent de se faire les complices d'un texte dont ils ne partagent pas la philosophie et pour lesquels la longue et belle tradition d'accueil qui a fait la grandeur de la France
l'emporte sur toute autre considération. Hervé Solignac qui tape là où ça fait mal, à savoir sur les divisions au sein même du groupe majoritaire sur la question de l'asile et de l'immigration. Il l'a rappelé au début de sa question, on est à peine au début de l'examen du texte porté par Gérard Collomb sur l'asile et l'immigration. Hervé Solignac, le député socialiste qui est ancien assistant parlementaire, qui dit son opposition à ce texte, qui rappelle les propos qui ont été celui du défenseur des droits contre ce texte. C'est très intéressant de voir que c'est un député socialiste qui s'en prend à un texte porté par un ancien socialiste, Gérard Collomb, aujourd'hui ministre, porteur de ce texte. Personne n'ignore la très grande complexité porte en lui les germes de la désunion. L'équilibre entre humanité et efficacité que nous sert votre ministre de l'Intérieur n'est qu'une formule de communicant. Alors, monsieur le Premier ministre, à défaut de faire l'unanimité sur votre texte, comment allez-vous briser l'unanimité qui s'est faite contre lui? Comment allez-vous rassurer ceux qui redoutent que ce texte ne crée plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions? Comment allez-vous éviter un nouveau désordre social dont la France n'a pas besoin? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Jacqueline. Intéressant d'aborder cette question pendant une séance de questions d'actualité au gouvernement. Le texte est en cours de débat en commission. Hervé Solignac qui demande au gouvernement de préciser sa position, voire de l'infléchir. On écoute Jacqueline Gouraud qui représente Gérard Collomb. Effectivement, le ministre de l'Intérieur a commencé hier soir avec vos collègues de la politique migratoire. Il a également fait l'objet d'une longue concertation, et vous savez que la ligne de ce gouvernement... On a un léger bug d'image, mais ça va revenir. ...est claire. Il a également fait l'objet d'une longue concertation, et vous savez que la ligne de ce gouvernement, vous l'avez rappelé, est claire. Et le président s'est lui-même rendu il y a quelques semaines à Calais pour le rappeler. Oui, monsieur le député, humanité et efficacité. Vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas facile comme texte. Mais humanité, car effectivement, c'est l'honneur de la France que d'accueillir celles et ceux qui fuient les théâtres de guerre, celles et ceux qui, dans leur pays, sont victimes de persécutions pour des raisons politiques, ethniques ou religieuses. Mais nous recherchons en même temps l'efficacité, car on ne saurait garantir, vous le savez, le droit d'asile sans maîtriser les flux migratoires, sans reconduire à la frontière celles et ceux qui n'ont pas vocation à revenir sur notre sol. Bon, c'est une bataille de tranchées, clairement. Jacqueline Gouraud qui défend l'équilibre du texte de Gérard Collomb entre humanité et efficacité, là où le député Hervé Solignac a attaqué cet équilibre en disant qu'il n'existait pas, que le texte était déséquilibré, qu'il était beaucoup trop répressif et pas assez humain. Personnes qui ont fait l'objet d'une non-admission. On sait qu'il y a un équilibre aussi à respecter dans notre société, qu'il ne faut pas déséquilibrer notre société, ce qui est acceptable pour elle, et nous savons les dangers que cela représente. Je n'ai pas besoin de vous dire lesquels, nous les avons entendus récemment. Merci, madame la ministre. Je crois qu'elle fait référence au député Front National qu'on a entendu tout à l'heure et qui a fait un lien direct évidemment entre immigration. Enfin, je dis évidemment parce que c'est assez classique dans l'argumentation du Front National entre immigration et islamisme. Auprès du ministre Éric Botorel. des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Je ne lâcherai rien. Je n'abandonnerai jamais. Ces mots sont ceux de Sébastien, le fils de Sophie Pétronin, avec lequel je me suis entretenu au téléphone hier soir. Sophie Pétronin, 72 ans, notre compatriote, est retenue au Mali depuis le 24 décembre 2016, soit plus de 450 jours de détention. Médecin, elle dirigeait une association humanitaire à Gao, venant en aide aux femmes enceintes et aux orphelins. La dernière preuve de vie de Sophie Pétronin daterait du jeudi 1er mars et a été envoyée par les terroristes du groupe Jamaat Nosrat, groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Quelle horreur. 450 jours, c'est long, très long, trop long. Par le passé, j'ai partagé le quotidien de ces familles qui attendent le retour d'un proche. Certaines associations leur apportent un soutien essentiel et je veux saluer ici la mobilisation de l'une d'entre elles, Otages du Monde, et de mes amis Ingrid Betancourt, Martine Goffny, Jean-Louis Normandin et Patricia. Ces associations contribuent à maintenir une solidarité et une chaleur humaine dans ces longs moments de détresse des proches. Le temps qui passe, sans nouvelles, est insoutenable. Et je comprends que les proches de Sophie Pétronin, comme d'autres familles dans une situation similaire par le passé, choisissent désormais d'exprimer publiquement leur détresse. Mais au-delà de cette détresse, c'est surtout leur détermination à pouvoir serrer leur maman, leur tante, leur amie dans leurs bras un jour prochain,
demain qui doit compter pour nous. Éric Bothorel qui pose une question lourde, s'il en est, puisqu'il parle de la situation terrible de Sophie Petronin, retenue en otage par un groupe terroriste au Mali. Elle était, comme il l'a rappelé dans sa question, en train d'agir avec une association humanitaire. Et ça fait plus de 450 jours qu'elle est otage des terroristes. Éric Bothorel, qui se fait le relais des proches de cet otage. Merci, monsieur le député. Et qui conclut sa question en disant: Sophie, nous ne vous oublions pas. La parole est à madame Nathalie Loiseau. Très difficile comme sujet. Nathalie Loiseau qui va prendre la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Bothorel, vous l'avez rappelé, Sophie Petronin a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, au Mali. Elle avait déjà fait l'objet d'une tentative de rapt en 2012, à l'époque où les groupes djihadistes occupaient Gao et avant le déclenchement de l'opération Serval. Ces ravisseurs ont adressé 2 vidéos qui sont des preuves de vie en juillet 2017 et en mars 2018. Monsieur le député, soyez assuré que les autorités françaises ne néglige aucun effort pour retrouver et ramener notre compatriote. Le président de la République a donné des instructions très claires. Jean-Yves Le Drian le tient informé régulièrement et personnellement. Mais vous comprendrez aussi que je ne peux donner aucune précision sur la nature de ces efforts. Comme dans toutes les affaires d'otages, la plus extrême discrétion est de mise, avec un souci premier qui est celui de la sécurité de nos compatriotes, mais aussi de l'efficacité de notre action. Nathalie Loiseau qui dit aux députés: je ne peux rien vous dire, mais faites-moi confiance, on travaille en off et en back-office pour essayer de libérer. Jean-Yves Le Drian a reçu le fils et les neveux de l'otage. Le centre de crise est aux côtés du fils de Madame Petronin et s'est rendu avec lui dans la région. J'en profite pour rendre hommage au travail exceptionnel du centre de crise du Quai d'Orsay. Les efforts de la France sont multiples et nous ferons tout pour pouvoir retrouver... Non, c'est pas tant une question de secret défense, c'est une question de s'il y a des négociations en cours avec des groupes terroristes en vue d'une libération ou d'une négociation, etc. Tu peux pas, pendant les questions au gouvernement, donner des détails sur le... Enfin voilà, il faut... Voilà, l'État a parfois besoin de garder le secret sur son action. En tout cas, dans ce genre de cas-là, s'il y a un dénouement heureux, ce sera grâce notamment à la discrétion. Monsieur le ministre, la lecture est le plus étonnant et le plus beau trésor qu'il m'ait été donné de recevoir. Alors qu'un quart des jeunes de 16 à 25 ans qui ont effectué leur journée défense et citoyenneté maîtrisent mal la lecture, que l'étude PISA révèle année après année les difficultés de compréhension de nos écoliers, il convient de rappeler la clé de réussite indispensable que constitue la maîtrise des mots. Comment en effet devenir un bon mathématicien sans mots? Comment entrer dans l'univers numérique sans mots? Comment faire partager ses passions, même de l'espace, sans mots? Comment enfin franchir avec confiance les barrières sociales et se choisir véritablement un destin sans mots? Vous l'aurez compris, je suis là pour rendre un hommage aux parents et à l'ensemble des professeurs qui ont eu et ont un rôle majeur pour montrer aux enfants la voie très sûre que leur ouvre la lecture. Mais je souhaite aussi saluer l'action des bénévoles qui, chaque jour, dans notre pays, se déploient pour donner à chacun cet accès essentiel. Avec Lire et faire lire, ce sont plus de 17 000 bénévoles de plus de 50 ans qui agissent au sein... Je ne sais pas si vous connaissez l'association Lire et faire lire, c'est une très belle association qui propose à des retraités, en gros, d'aller dans les écoles et de lire et de transmettre la lecture, le goût de la lecture aux enfants. Il montre aussi qu'on peut s'aider entre générations. Géraldine Bagné, elle plaide un peu pour sa paroisse, si je puis dire, puisqu'elle est elle-même professeure agrégée de lettres classiques. La lecture, et donc elle est bien placée pour dire l'importance de la lecture et de sa transmission et de son enseignement. Notre société fragilisée. Alors qu'a eu lieu la semaine dernière à l'Académie française la réunion constitutive de Lire et faire lire, avec la présence de nombreux partenaires de l'action, pouvez-vous nous rappeler, Monsieur le Ministre, quels seront les engagements du gouvernement pour ce magnifique projet de société, faire de notre pays un pays de lecteurs? Géraldine Bagné, donc, qui pose la question au gouvernement en soutien à l'association Lire et faire lire en faveur de la lecture et de la transmission des lettres.
et du goût de lire. Monsieur le Président, Jean-Michel Blanquer qui va lui répondre. Madame la députée Géraldine Bagné, merci pour cette question extrêmement importante parce qu'en réalité, elle touche à la première de nos priorités. À l'intérieur de nos priorités, il y a en effet l'école primaire. À l'intérieur de l'école primaire, il y a le sujet de la maîtrise du français écrit et oral. La maîtrise du français oral, j'ai eu l'occasion d'en parler en parlant de la réforme du baccalauréat et de la nouvelle épreuve orale. La maîtrise de l'écrit, nous en parlons tous les jours au travers de différentes mesures, comme celle du dédoublement du CP et CE1, mais aussi au travers des pratiques pédagogiques concrètes de lecture et plus généralement de l'encouragement du livre. Il y a plusieurs éléments qui vont dans cette direction. Mais vous avez cité l'association Lire et Faire Lire, et je voudrais dire qu'il y a quelques semaines, à l'Académie française, nous avons lancé le plan Faire de la France une nation de lecteurs, où nous avons donné une sorte de nouveau souffle à l'association Lire et Faire Lire, qui va aller au-delà de 600 000 enfants bénéficiant de cette lecture à voix haute par des personnes de plus de 50 ans qui sont au nombre de 17 000, comme vous l'avez rappelé. Nous encourageons toutes les opérations de cette nature. Si vous avez plus de 50 ans et que vous voulez transmettre le goût de la lecture, n'hésitez pas à rejoindre l'association Lire et Faire Lire. Vous pouvez devenir un lecteur à l'école maternelle d'à côté de chez vous. D'avoir un quart d'heure de silence. À l'école primaire ou maternelle. Pour lire. Nous encourageons aussi l'écriture, parce que l'écriture va avec la lecture. C'est l'opération Labo des Histoires, qui touche aujourd'hui des dizaines de milliers d'enfants dans le cadre des activités scolaires et périscolaires. Nous avons donc en ce moment un partenariat entre les associations et l'éducation nationale pour que l'activité de lecture soit la plus forte possible. Nous le faisons aussi en lien avec le ministère de la Culture. Avec ma collègue Françoise Nyssen, nous sommes mobilisés pour le renouveau des bibliothèques, y compris les bibliothèques d'écoles et d'établissements. Le rapport d'Éric Orsena va beaucoup nous aider dans ce sens, de façon à rendre disponibles 7 jours sur 7 les livres. Notre travail avec les éditeurs est aussi très important. Le rapport d'Éric Orsena, c'est sur l'ouverture des bibliothèques, je crois. Au mois de juin prochain, illustré par un très grand illustrateur français. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Stéphanie Rist. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, dans mon département du Loiret, comme dans la majorité des départements, se faire soigner ressemble trop souvent à un parcours du combattant. Le 13 février dernier, vous avez annoncé avec le Premier ministre le lancement des 5 chantiers de la stratégie de transformation du système de santé. Rien de cette transformation ne pourra se faire sans les professionnels de santé de demain. Je pense aux 350 000 étudiants en santé que compte aujourd'hui la France. Or, leur bien-être et même leur état de santé sont préoccupants. Hier, le docteur Donata Mara a présenté son rapport sur le bien-être des étudiants en santé. Le constat qu'elle fait n'est plus préoccupant, il est grave. Les signes de souffrance psychique sont nombreux et concordants. Plus de 20% de consommation d'anxiolytiques, plus d'1 étudiant sur 3 ayant des crises d'angoisse, plus de 14% des étudiants en médecine ayant eu des idées suicidaires. Madame la Ministre, les étudiants en santé vont mal, il y a urgence à agir. On ne s'engage pas, et vous le savez bien, dans une formation en santé par hasard. On s'engage pour l'humain. Courage à tous les étudiants en médecine qui nous regardent. Rassurez-vous, ça finira bien par s'arrêter un jour. Je suis désolé, c'est pas drôle. Stéphanie Rist, elle est elle-même professionnelle de santé, si je puis dire, parce qu'elle est rhumatologue. Elle a un master de gestion et politique de santé. Et elle est chef de pôle au centre hospitalier régional d'Orléans. Donc elle sait ce que c'est que l'organisation territoriale des services de santé. Et elle tire la sonnette d'alarme. Enfin, elle tire la sonnette d'alarme. Elle attire l'attention de la ministre Agnès Buzyn sur les conditions d'exercice de la médecine et des professions de santé en général sur les territoires. À leur tour, prendre soin des patients. Madame la Ministre, quelle réponse concrète comptez-vous apporter en lien avec la ministre de l'Enseignement supérieur pour assurer des conditions de formation en santé à la hauteur de notre ambition? Donc c'est spécifiquement sur les étudiants en santé et sur les études de santé. Les études de santé, je rappelle, c'est pas que médecine, hein, c'est aussi les infirmiers, c'est aussi les auxiliaires, etc. Et c'est Agnès Buzyn donc qui va présenter ce qu'elle fait pour aider les étudiants à étudier. Stéphanie Rist. Nous avons effectivement, dès notre arrivée, avec Madame la ministre Frédérique Vidal et moi-même, été très alertés par les enquêtes et les témoignages provenant des étudiants en santé. Oui, il y a les dentistes aussi, Perceval, t'inquiète pas, on les oublie pas. Moi, je les oublie pas. Cette souffrance est multifactorielle. Le stress des études, la pression, vous l'avez dit, mais souvent des conditions de formation, des conditions de cursus ou d'orientation professionnelle particulièrement complexes. Certains sont même victimes de harcèlement moral ou sexuel.
Nous avons donc confié une mission au Dr Donata Marra. Elle nous a rendu son rapport hier avec un certain nombre de préconisations que nous allons mettre en œuvre. Nous avons donc annoncé avec Frédérique Vidal la coordination nationale et régionale pour améliorer la qualité de vie au travail des étudiants en santé. Je parle bien des 50 000 étudiants en santé et pas seulement des étudiants en médecine. Il s'agit de créer un centre national d'appui, un centre de ressources qui permettra la formation des enseignants, la formation des étudiants aussi, former des personnes ressources au repérage des souffrances psychiques, échanger sur les bonnes pratiques, faciliter des accès anonymisés à des consultations notamment de psychiatrie, faire évaluer les lieux de stage. C'est terrible quand même d'annoncer. Enfin, c'est la preuve que la situation est grave, remarquez. Mais Agnès Buzyn qui en gros explique qu'elle va faciliter les consultations psychiatriques pour les étudiants en santé, c'est quand même. Mais au-delà de ça, vous l'avez dit, Madame la députée, il convient de travailler sur la formation de ces étudiants. Les métiers se modifient. Il va leur favoriser les coopérations interprofessionnelles. Il va y avoir des pratiques avancées. Il faut évidemment améliorer la formation aux nouveaux enjeux éthiques. Et nous avons donc confié une mission à Antoine Tenière, à vous-même, Madame la députée, et à une médecin généraliste, Isabelle Riom. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est Stéphanie Rist qui a posé la question à Agnès Buzyn sur le sujet, puisqu'Agnès Buzyn lui a confié une mission sur le sujet. Merci, Madame la Ministre. La pratique des rapports parlementaires qui permettent de poser aux questions au gouvernement, c'est toujours pratique. Par Monsieur Jérôme Nury. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Ministre, vous venez de présenter le projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dit ÉLAN. Une partie de ce texte concerne l'accès au téléphone portable, ce qui intéresse tout particulièrement les territoires ruraux comme l'Orne. Ce qu'on appelle les zones blanches. Plusieurs mesures doivent permettre de faciliter le déploiement des pylônes supplémentaires. Vous avez du réseau là où vous êtes, vous, le chat? En simplifiant les procédures administratives. Moi j'en ai pas, mais c'est parce que je suis en sous-sol. En réduisant les délais d'instruction des dossiers. Vous le savez, la couverture en téléphonie mobile sur de nombreux territoires est déficiente, voire inexistante, ce qui désespère nos concitoyens et pénalise fortement nos territoires. Des centres-bourgs par milliers, dont Chambois, Saint-Pierre d'Entremont, Guerquessal, me dit Véronique Louvagie, des kilomètres de routes départementales, des lignes ferroviaires entières comme le Paris-Granville, sont totalement dépourvues de liaisons mobiles, voire de liaisons tout court aujourd'hui. C'est pourquoi l'accord conclu entre l'État et les opérateurs visant à couvrir 5000 nouveaux sites en téléphone portable en échange de la réattribution des licences est une bonne nouvelle qu'il faut saluer. Toutefois, nous avons aujourd'hui des craintes quant à la mise en œuvre rapide de ce plan de déploiement. D'abord parce que les mesures présentées dans la loi ÉLAN sont timorées et ne vont permettre de gagner que 6 mois de procédure, la ramenant à 18 mois contre 3 ou 4 en Allemagne ou au Royaume-Uni. Nous devons être beaucoup plus volontaristes lors de l'examen du texte à l'Assemblée pour accélérer cette procédure. Chers collègues, soyons ensemble beaucoup plus disruptifs. Par ailleurs, Monsieur le Ministre, depuis l'accord... Jérôme Nury, le député Les Républicains, qui attire l'attention du gouvernement sur un point important de la loi sur l'aménagement du territoire dont on a parlé tout à l'heure avec Jacques Mézard, c'est la question de la couverture en réseau mobile de tout le territoire. Effectivement, comment voulez-vous rendre attractifs des territoires ruraux si on capte même pas avec son téléphone portable? Les communes, quant au processus de sélection des sites, il est tout aussi nébuleux. Qui va choisir les sites? Comment seront-ils répartis par région, par département? Et je précise que Jérôme Nury, il a été distingué puisqu'il a reçu le prix de l'innovation périurbaine en 2016 pour le dispositif Autofree, qui est un service d'écomobilité partagée. La rapidité de sa mise en œuvre. Qui propose des voitures partagées entre plusieurs villes dans sa circonscription. Monsieur le Président... Et c'est Benjamin de Normandie qui va lui répondre sur le réseau mobile en zone rurale. Tout d'abord, je tiens à saluer tout le travail que vous avez fait dans ce département de l'Orne, parce qu'il faut le dire, vous avez été l'un des précurseurs sur le déploiement du numérique avec des... J'ai dit quoi? C'est Julien de Normandie, je me suis trompé, excusez-moi, Julien de Normandie. C'est un sujet je commence à fatiguer. Particulièrement à cœur, et je sais que nous pourrons compter sur votre soutien, notamment dans la loi ÉLAN que vous avez évoquée, pour être le plus disruptif possible, parce que c'est objectivement ce que nous souhaitons. Deuxièmement, la mise ça va disrupter sec. Il est très clair. C'est un accord qui est contraignant. C'est pour ça que nous sommes sûrs qu'à la fin, l'ensemble des éléments que contient cet accord seront tenus et seront mis en œuvre. Nous adresserons dans les tout prochains jours un courrier à l'ensemble des présidents des conseillers régionaux, des présidents des conseillers départementaux, pour pouvoir justement préciser toutes les modalités de cette mise en œuvre. Donc vous voyez, ce sera très clair,
très précis, avec un seul objectif, le résultat sur le terrain. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, monsieur le député, d'élargir un tout petit peu également le débat. Cela fait à peu près des semaines, voire des mois, que de ce côté-là de l'Assemblée, votre famille politique ne cesse d'opposer les territoires les uns aux autres, ne cesse de dire que cette majorité, que ce gouvernement ne prendrait pas soin des territoires ruraux. Julien de Normandie qui a décidé de mettre l'ambiance en conclusion de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Un luxe, c'est un droit. Et rentrons effectivement dans le... Non, ça commence un petit peu à roupiller là, parce que tout le monde était d'accord sur le fait qu'il faut du réseau en zone rurale, mais il a décidé de s'en prendre cash et directement au groupe Les Républicains. Vis-à-vis des territoires les moins peuplés. C'est cette majorité qui fait en sorte que le plan très haut débit puisse avoir les éléments financiers nécessaires à son déploiement. C'est ce gouvernement qui a négocié également le passage de 10 000 communes d'ici fin 2020 à la 4G et non à la 3G. Donc s'il vous plaît, monsieur le député, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les députés de cette famille politique, soyez également justes dans vos critiques, parce que c'est comme ça que nous avancerons. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Fin de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Les députés vont pouvoir retourner travailler en commission, notamment sur l'examen du projet de loi Asile et Immigration. Julien de Normandie qui... J'ai vu le moment où il allait arrêter sa phrase et dire merci monsieur le député, ranger le micro et c'était la fin de la séance. Mais il a décidé de dire non mais attendez parce que j'ai pas fini. J'ai quand même envie de vous en mettre plein la gueule. Je vous aime pas et voilà. Et donc je trouve que vous opposez les territoires les uns aux autres. Bref, en tout cas c'était une séance intéressante, on a abordé beaucoup de sujets très différents les uns des autres. On a vu aussi d'autres moments où l'hémicycle avait l'air d'être globalement, comment dire, assez unanime. Je pense notamment à la condamnation de ce qui s'est passé à Saint-Cyr, au lycée Saint-Cyr, au lycée militaire Saint-Cyr sur le harcèlement sexuel. Je pense notamment au plan autisme avec Daniel Fasquelle, député certes Les Républicains mais qui s'est fait applaudir sur tous les bancs et a reçu le soutien du gouvernement sur la question de l'autisme. Voilà, non c'était quand même une question... hyper intéressante. Il faudrait juste rafraîchir le chat s'il te plaît. Adrien, merci beaucoup à Adrien et Raphaël qui se sont occupés de la régie en lieu et place de Sylvain aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux. J'en profite d'ailleurs pour remercier du fond du cœur les contributeurs d'Acropolis qui ont préparé cette émission. Un grand merci à Benoît, à Sylvain, à Amy ainsi qu'à Raphaël, merci, et Samuel. Merci beaucoup à vous pour votre aide sur cette émission. Je vous rappelle qu'on se retrouve à 17 h tout à l'heure pour commenter en direct la conférence de presse du Premier ministre Édouard Philippe qui va présenter enfin la tant attendue réforme des institutions. On en saura plus sur les arbitrages du gouvernement vis-à-vis de cette réforme. Donc je vous donne rendez-vous, je pense aux alentours de 17h50, 17h45, 17h50 pour avoir le temps un petit peu d'introduire cette conférence de presse. Voilà. Si vous avez des questions sur cette séance, c'est le moment. On a dit beaucoup de choses, on a abordé beaucoup de sujets différents. C'était très intéressant. On a un peu parlé de la grève à la SNCF, mais on n'a pas parlé que de ça. On a aussi parlé de la loi logement qui était un peu le sujet du jour avec son adoption ce matin. Enfin, le projet de loi logement adopté ce matin en Conseil des ministres et porté par Jacques Mézard et Julien de Normandie. On a parlé donc de la fin de la trêve hivernale, c'est un peu le même sujet si je puis dire. On a parlé du blocage des universités, on a parlé de l'éducation prioritaire, on a parlé du Grand Paris Express, on a parlé de l'autisme, on a parlé du terrorisme islamiste avec Bruno Bill, le député Front National. C'est rare que le Front National pose des questions au gouvernement puisqu'ils n'ont pas de groupe parlementaire. Ils ne peuvent poser une question qu'une fois de temps en temps. On a parlé de la situation entre Israël et la bande de Gaza suite aux morts qu'il y a eu la semaine dernière. On a parlé de la lecture à l'école, on a parlé de la situation de l'otage Sophie Petronin au Mali. On a abordé beaucoup de sujets pendant cette séance. C'était une séance très dense et très intéressante, j'ai trouvé. Voilà. Jean, j'ai une question. Que peuvent bien se disent les députés et ministres dans les lettres qu'ils s'envoient par l'intermédiaire des huissiers? Effectivement, les huissiers que vous voyez en queue de pie et en chaîne, enfin en très très beaux habits dans l'hémicycle, ont entre autres pour rôle de faire circuler le courrier, ce qu'on appelle le courrier. Donc c'est les petits mots que peuvent s'envoyer les députés, soit entre députés, soit entre le député et le gouvernement. Ça peut être plein de choses différentes, ça peut être des mots de soutien, ça peut être des mots... Ça peut être des mots pour alerter sur une situation en disant est-ce qu'on pourrait se rencontrer bientôt, il faudrait que je vous voie, ou est-ce que vous auriez 2 minutes après la séance, il faut que je vous parle d'un cas particulier dans ma circonscription, etc.
etc. Ça peut être plein de choses, ça peut être plein de choses très différentes, voilà. Je vous avoue que cette pratique du courrier dans l'hémicycle tend à disparaître petit à petit, notamment au profit du téléphone portable. Aujourd'hui, les députés ont, en tout cas pour les députés de la majorité, à peu près tous, mais même ceux de l'opposition, ils ont à peu près tous le numéro de téléphone du ministre sur leur répertoire. Donc s'ils ont vraiment un truc urgent à lui dire, ils peuvent lui envoyer un SMS ou passer par Telegram ou pour WhatsApp, ou je sais pas comment ils font, mais ils s'organisent. Voilà. Voilà. Des mots d'amour, des mots de tous les jours, exactement. Comment 60 étudiants peuvent bloquer 12 000 à Tolbiac? Effectivement, c'est une question qui a été posée tout à l'heure à la ministre Frédérique Vidal, qui a effectivement dit qu'elle était contente qu'il y ait des assemblées générales dans les universités, que l'université c'était le lieu du débat, le lieu où on pose les arguments, le lieu où on discute, mais qu'en échange, elle ne mais qu'en même temps, si je puis dire, elle ne tolérait pas les violences. Et elle a parlé des différentes violences qu'on a vu émailler le conflit dans les universités. Elle a parlé évidemment de Montpellier, elle a aussi parlé de ce qui s'est passé à Nantes, je crois, avec le caillassage des bâtiments administratifs. Voilà, et elle a effectivement cité l'université de Tolbiac en accusant une petite minorité d'étudiants d'empêcher une grande majorité d'assister aux cours. 60 pour 12 000, c'est très facile. J'ai participé, si tu te souviens, au CPE. Ouais, il y a longtemps. Je crois qu'il faut que tu augmentes un tout petit peu ton micro par contre. J'ai participé donc à la contestation du CPE. Ouais. Et tu mets des tables. Tu mets des chaises. Ah oui, non, mais bloquer Tolbiac c'est très facile. Hein. Voilà. C'est comme la Sorbonne, il y a 2 entrées, c'est très facile. Non, mais la question elle est évidemment sur la sémantique et sur les chiffres. Évidemment, on est dans une bataille d'images et de chiffres. Et tout à l'heure dans le chat, il y avait des gens qui questionnaient le chiffre de 60 en disant mais comment tu peux estimer qu'il y a 60 étudiants seulement qui bloquent, comment tu peux estimer qu'ils n'ont pas le soutien de la majorité du reste des étudiants. Et ensuite, Frédérique Vidal, évidemment, elle a fait un raccourci dans sa réponse, mais c'est normal du point de vue de la ministre, évidemment, c'est son rôle de dire que il y a 60 étudiants qui bloquent et il y en a 12 000 qui voudraient étudier. Bon, évidemment, c'est un peu comme le comptage des manifestants à chaque fois, entre les chiffres de la police et les chiffres des manifestants. Voilà, bientôt les huissiers porteront les messages sur des portables. Ils s'envoient des snaps. Par contre, bloquer la fac de lettres de Nancy, ils ont dû bien galérer. Ah, mais il y a des facs qui sont difficiles à bloquer, hein. Je pense notamment à Jussieu à Paris, qui est une fac construite sur pilotis, notamment pour ne pas pouvoir être bloquée. À l'université de Lille, il y a un mouvement pour faire annuler les examens qui tombent la semaine prochaine en plein pendant les grèves. D'accord. D'accord. Oui, non, mais il y a plein d'universités en ce moment qui sont en train de s'agiter, pour reprendre le mot, le terme journalistique qui désigne en fait l'organisation d'assemblée générale, le début d'un mouvement de blocage. Voilà. Voilà. Mouvement de blocage qui évidemment conteste en partie le plan étudiant, ce que les opposants au plan étudiant appellent la sélection à l'université, mais qui évidemment vient rejoindre également le plan de contestation des cheminots, la contestation des personnels hospitaliers, la contestation enfin voilà, de tout un tas d'Air France, etc. Bref, le printemps social. Se dirige-t-on vers une coagulation des colères? On le verra bien. Et on suivra tout ça en direct sur Acropolis. C'est le New Mai 68. Et oui, putain, en plus tout ça tombe 50 ans après Mai 68. C'est fou comme on a le sens du symbole dans ce pays. C'est formidable. Mai 2018. Bah écoutez, on verra si le mois de mai 2018 sera aussi fleuri que le mois de mai 68. En tout cas, il y a tout un tas de groupes politiques et de mouvements politiques qui souhaitent se relancer dans un mai 68. On cause malaise des étudiants en santé demain soir en libre antenne. Oui, Perceval, si tu le souhaites. Demain soir, sur Acropolis aura lieu la libre antenne. La libre antenne, c'est l'émission pendant laquelle vous prenez la parole, comme à la radio, hein, vous appelez et ça se passe sur le Discord, mais vous pouvez venir témoigner. Et effectivement, ce sera l'occasion de parler des grèves de la SNCF, des mouvements dans les facs, mais aussi effectivement du malaise des étudiants en santé. Si vous êtes étudiant en santé et que vous voulez nous parler un petit peu de vos conditions d'études, n'hésitez surtout pas à venir nous dire ce qui s'y passe. Pour nous qui n'y sommes pas et qui avons besoin de témoignages. Pareil, si vous avez fait un lycée militaire, venez nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette affaire révélée par le journal Libération sur le harcèlement sexuel au lycée Saint-Cyr, n'hésitez surtout pas. Jean, tu penses quoi de la révision constitutionnelle? Oula, moi j'en pense rien, je vais déjà me contenter de commenter en direct la conférence de presse où on va enfin savoir ce qu'il y a dans cette réforme constitutionnelle. Donc voilà.
Jean, j'ai une question. Comment est choisi l'ordre de passage des députés au QSG? Les questions au gouvernement, elles sont réparties entre les groupes politiques en fonction de leur poids politique. Donc c'est pour ça que c'est le groupe En Marche qui en pose le plus. Et ensuite, au sein des groupes, chacun des groupes s'organise comme il le souhaite pour la répartition des questions entre ses propres membres. Voilà, donc c'est en fonction des semaines de l'actualité, qu'est-ce qui veut poser une question aujourd'hui, on a un quota de questions à poser, qu'est-ce qui veut en poser, non bah toi plutôt la semaine prochaine, non bah toi t'en as déjà posé une le mois dernier, etc. Ils s'organisent comme ils veulent. Voilà. Voilà. Bref, si vous voulez retrouver cette séance, vous vous rendez sur Acropolis Replay. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette séance. Un grand merci à Adrien et Raphaël en régie. Et je vous rappelle qu'on se retrouve dans quelques dizaines de minutes seulement pour la conférence de presse d'Édouard Philippe en direct de l'hôtel de Matignon pour la réforme constitutionnelle. Soyez présents. À tout à l'heure. Des bisous. Générique. Ciao.